J'ai passé là-bas toute mon enfance. Assez vite, quand j'ai grandi, adolescent et autres, j'ai eu envie de partir, comme beaucoup de Havrais. On a oublié l'essor extraordinaire du Havre entre 1850 et 1930. Moi, je regardais ça sur des guides. L'augmentation de la vitesse de la population, du trafic, etc. C'était vraiment une ville qui a grandi à toute vitesse et d'une façon très, très importante. Et puis tout d'un coup, il y a eu la guerre et on a voulu la rebâtir comme si ça continuait. Et puis c'est à ce moment-là qu'au fond, cette ville est devenue une ville de province. Mais ce qu'elle n'était pas exactement avant. On dit J'ai connu les États-Unis beaucoup plus tard, au début des années 90, où là j'y suis beaucoup allé pendant 10 ans. J'ai même passé vraiment du temps à New York. Et évidemment, pour moi, c'était toujours une rêverie merveilleuse que d'aller au Metropolitan Museum, rechercher le jardin à Sainte-Adresse de Claude Monet, qui est peut-être la peinture que je préfère de toutes les peintures, et de voir cette peinture du Havre, du quartier où j'avais grandi, comme ça, au milieu du plus grand musée de New York, avec tous les Américains, les Japonais et les gens du monde entier qui venaient admirer ce tableau comme l'image de la beauté pure. Et j'avais envie de leur dire à chaque fois, vous savez, c'est ça ce que vous admirez comme la beauté pure, c'est le coin où je suis né, un petit coin perdu en France, etc. C'est le centre du monde, en fait. C'est vrai que j'ai passé énormément de temps à la bibliothèque municipale du Havre, parce que à partir de 15-16 ans, ce que je raconte un peu dans l'été 76, je me suis pris de passion pour l'art sous toutes ses formes, l'art contemporain, en musique, en littérature, en peinture, et donc j'allais tous les jours chercher des quantités de livres et de disques, et je dois une infinie reconnaissance à cette bibliothèque, qui s'appelle aujourd'hui, je crois, Mont-Salacrou, mais où j'ai appris mille choses, parce que dans ma famille, il y avait beaucoup de livres, mais c'était plutôt une culture classique. J'étais aussi très intéressé par des écrivains qui peut-être étaient plus proches de mes goûts, que je n'avais pas aimé spécialement parce parce qu'ils avaient un lien avec le Havre, mais qui avaient un lien avec le Havre, notamment Alphonse Allais, par exemple, que je lisais beaucoup à l'époque, qui m'a beaucoup influencé, bon, qui était un génial humoriste surréaliste avant l'heure, mais donc quantité d'histoires se passe au Havre, parce qu'il raconte très bien comment, à l'époque, il y avait ce bateau entre Honfleur, d'où il venait, et le Havre, et que souvent il se retrouvait en rade pour passer la soirée au Havre. Il parle de ses amis journalistes du Havre, etc. Ça m'amusait beaucoup. Ou alors quand je lisais Arsène Lupin et toute cette littérature, de tomber toujours sur le Havre, ce qui me ramenait toujours à l'idée que quand même il s'était passé beaucoup de choses là, vous voyez. J'ai voulu être écrivain très tôt, en fait. Je sais pas, à 12-13 ans, je savais que je voulais être écrivain. Ça m'a toujours paru être une évidence. Puis à 15 ans, j'ai écrit et relié moi-même mon premier petit recueil de poésie en vers libre que j'ai dédié à une amie dont j'étais amoureux et qui m'avait ouvert beaucoup de portes artistiques, qui m'avait fait découvrir Éric Satie, Léo Ferré, plein de choses que je connaissais pas, voilà. Et le surréalisme. Et un jour avec elle, après lui avoir offert le numéro 1 de ma petite plaquette auto-éditée, je me suis dit, on va aller le porter à Armand Salacrou, parce que je ne doutais pas dans ma prétention ou ambition d'adolescent, comme ça, que ça allait l'intéresser. Mon œuvre de jeune poète moderne, et voilà, et tout simplement on est allé frapper chez lui, et au bout d'un moment une dame nous a ouvert. Bonjour madame, je suis écrivain. Je voudrais offrir ce livre à monsieur Salacrou et lui demander conseil. Loin de nous y conduire, elle se contenta de sourire, nous demanda d'attendre un moment, puis s'éloigna. Quelques minutes plus tard apparut dans l'ombre une grande silhouette approchant d'un pas majestueux. Salacrou avait la réputation d'être un homme assez dur. Hein, c'était un personnage très important dans le milieu parisien du théâtre et des prix littéraires, mais en même temps, je pense qu'il était un peu surpris et content de voir deux jeunes havrais de 15-16 ans comme ça qui venaient chez lui, parce que peut-être que là-bas, finalement, les gens savaient déjà plus trop qui était Salacrou. En tout cas, ce qui a été merveilleux, c'est qu'il a lu mon petit recueil, il m'a téléphoné, il m'a dit qu'il trouvait que j'avais du talent. Alors, on ne peut pas rien entendre de mieux quand on a cet âge-là. Et il a suivi pendant 3-4 ans tout ce que je faisais. Il a lu mes manuscrits, m'a donné des conseils, il m'a conseillé de lire la correspondance de Flaubert, je me rappelle des choses comme ça. Enfin, c'était quelque chose d'assez merveilleux pour moi, oui. On écrit plutôt, si j'ose dire, des bons romans quand on est devenu adulte et qu'on a pas mal de métiers, mais au fond, la matière autobiographique d'une vie, elle est essentiellement concentrée dans les 20 premières années.
notre histoire, au fond, c'est l'histoire du moment où on se forme, où on devient ce qu'on est. C'est à ça qu'on revient tout le temps, j'ai l'impression, dans le registre de l'autobiographie. C'est pour ça que je reviens toujours au Havre quand j'écris des choses sur moi-même, quoi.